Bon après-midi à tous et bienvenue à cette 13e activité et avant-dernière de la journée de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements à Fadio. Un beau bonjour à nos participants. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc, je suis curieuse de savoir, dites-nous dans le clavardage, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel rôle vous avez, que ce soit dans votre établissement ou autre? Je vous invite à nous partager ça dans les commentaires. Vous le savez, quand on commence une activité, j'aime toujours vous faire participer. Donc, je vois Récit PNI. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent nous partager? Si ça vous dit, évidemment. Conseillère pédagogique, enseignante, professeure en littérature et coordonnatrice, API, DRI. Ah, wow, génial. On a une belle diversité au sein de nos participants. C'est super. Merci beaucoup pour vos partages. Donc, on se retrouve cet après-midi pour la conférence L'hyperconnectivité chez les jeunes qui sera présentée par Julie Maillé de Pause. Donc, depuis plusieurs années, Julie Maillé se passionne pour les impacts possibles d'une mauvaise ou d'une trop grande utilisation d'Internet et des écrans dans la vie des gens. Titulaire d'un certificat en intervention des dépendances de l'Université de Montréal, elle a su mettre à profit son expertise à titre d'agente de prévention et de formation de personnes intervenantes dans différents milieux scolaires, puis de coordonnatrice des programmes de prévention à la Maison Jean Lapointe. Elle a aussi travaillé conjointement avec des personnes expertes à l'élaboration et à l'évaluation d'un atelier traitant de l'équilibre numérique, ainsi qu'à la création d'une conférence s'adressant aux parents d'ados. C'est maintenant au sein de l'équipe de Pause qu'elle poursuit sa vocation dans le but d'aider les familles et les jeunes adultes à avoir un usage des écrans plus conscient qui leur fait du bien. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Je vous laisse débuter votre conférence dans quelques secondes. Parfait. Je vous rappelle qu'on a une belle équipe de modération qui est avec nous dans le clavardage. Donc, Julie Bélanger à la modération et Marilyn Nadeau à la régie. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Notre équipe va les prendre en note pour la période de questions à la fin. Si jamais vous voulez lever la main, poser une question à l'oral, on pourra prendre votre question également. Donc, merci beaucoup, participants en grand nombre, et je vous souhaite une très bonne conférence. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait. Bonjour, écoutez, premièrement, merci de l'invitation. Je suis passionnée de mon sujet et toujours très, très heureuse de pouvoir en parler. Effectivement, donc on va aujourd'hui parler de l'hyperconnectivité chez les jeunes. Attendez, changer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder exactement? On va essayer d'avoir une définition de l'hyperconnectivité, les impacts possibles. On va connaître les facteurs de risque, on va comprendre les influences aussi qui jouent contre les jeunes, connaître les caractéristiques de l'UPI. Donc, l'UPI, c'est l'utilisation problématique d'Internet. On va aussi identifier des stratégies qui peuvent aider et on va parler des ressources dont Pose bien évidemment. Alors, quand je commence, c'est important de parler d'hyperconnectivité, de définir c'est quoi. Premièrement, il y a plusieurs définitions de l'hyperconnectivité. On peut relier l'hyperconnectivité au fait d'être trop connecté, donc d'être hyper connecté. Donc, certaines personnes, quand elles vont parler d'hyperconnectivité, elles vont faire le lien avec l'utilisation qui est faite des écrans. Ce qui n'est pas une mauvaise définition du tout. De notre côté, on parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'hyperconnectivité comme un contexte social. Donc, la définition que vous voyez à l'écran, c'est la définition de la Direction régionale de santé publique de Montréal et qui parle du fait qu'on est tous et toutes dans le même bateau, qu'on utilise les TIC, donc les technologies de l'information et des communications, et que ça peut avoir des aspects très positifs dans notre vie. Mais si les écrans sont mal utilisés ou trop utilisés, à ce moment-là, ben, les impacts peuvent être négatifs. Mais donc, la connotation d'hyperconnectivité est pas négative en tant que telle si on suit la définition de la santé publique. Voilà. Alors, c'est quoi les bienfaits et les méfaits des écrans? À pause, on n'a jamais un discours qui est anti-techno
ou moralisateur. On parle beaucoup d'une utilisation qui nous fait du bien, d'une utilisation qui est plus consciente. Et donc, que les écrans restent à notre service et non pas qu'on soit esclave de nos écrans. Donc, quand on parle des bienfaits des écrans, ils sont vraiment très, très nombreux. On peut parler, par exemple, des effets physiques. Il y a multiples applications ou montres intelligentes, par exemple, qui comptent nos pas, applications qui nous apprennent des choses au niveau de notre santé physique. Et on s'entend que les écrans, donc vous qui faites de l'enseignement souvent à distance, pendant la pandémie, honnêtement, si on n'avait pas eu les écrans, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on aurait pu faire. On s'est servi de ces outils-là pour continuer à travailler, continuer à enseigner ou pour les jeunes de prendre les enseignements. On s'est servi de nos écrans et c'est tant mieux qu'ils étaient là. Au niveau psychologique aussi, on a des fois tendance à parler des écrans comme quelque chose de peut-être plus négatif, mais en même temps, il existe des services de thérapie en ligne, des lignes d'écoute où on peut même chatter. On peut envoyer des courriels, on peut appeler, mais on peut aussi chatter si on a une petite gêne pour exprimer des choses ou si on vit des choses personnelles, si on a une réalité, puis on a l'impression que dans notre coin de pays, dans notre communauté, on n'est peut-être pas compris, bien, il y a des forums, il y a possibilité d'aller chercher de l'aide. Il y a les messageries, les réseaux sociaux, les blogs, il y a tout le côté éducatif. Mon Dieu, que vous êtes une belle représentation de ça. Le côté éducatif des écrans, d'aller chercher de l'information illimitée, l'information des fois de qualité, des fois, bon, il y a aussi les fake news, là, excusez l'anglicisme, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, l'utilisation des écrans, et c'est plein de bienfaits. Euh, Par contre, l'autre côté de la médaille, il y a toujours deux côtés à la médaille des écrans. Ça vient effectivement des fois avec des méfaits physiques. Si on est trop souvent sur nos écrans, ben effectivement, la fatigue physique, la fatigue des yeux, l'insomnie, plein de problèmes qui sont dus à une posture trop longtemps gardée dans la même position, à la lumière bleue qui est dégagée de nos écrans. Euh, et d'ailleurs, là, on parle d'enseignement à distance. Pour certains d'entre nous, on est beaucoup sur nos écrans. Donc, quand on parle de temps d'écran, on entend souvent parler de temps d'écran en ce moment. Le temps d'écran, quand on parle de méfaits du temps d'écran, euh, souvent, ça va être que le corps ne fait pas la différence entre est-ce qu'on a une activité de loisir ou une activité de travail. Donc, plus loin, je vais vous parler de stratégie pour justement essayer de bien être en santé à ce moment-là. Les méfaits des écrans, ben, au niveau psychologique, de plus en plus documentés, hein. C'est sûr il y a des personnes, il y a des chercheurs qui vont dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, de causalité, mais de plus en plus de connaissances sont mises de l'avant sur des associations qui sont faites et donc on ne peut pas vraiment nier à ce moment-là ces associations. Et donc, au niveau psychologique, de plus en plus d'études démontrent la possibilité de stress, d'anxiété, de symptômes dépressifs. Au niveau social aussi, se retirer derrière ces écrans et donc aller plus dans l'isolement. Et à ce moment-là, en étant moins, en se pratiquant moins, ben, avoir une diminution des compétences sociales, des difficultés scolaires. Donc ça, c'est, je dirais, le revers de la médaille. Et l'idée à pause, c'est vraiment de se dire, en général, pas juste à pause, bien évidemment, c'est de dire, OK, il y a des bienfaits aux écrans, il y a des méfaits aux écrans, où je peux trouver cet équilibre-là qui me permet d'utiliser les écrans et d'être bien. Alors, c'est quoi les causes de la problématique? Quand on parle de problématique, on parle de facteurs de risque. Donc, pour certains, les facteurs de risque, c'est connu. Pour certains d'entre vous, je vais quand même prendre le temps de l'expliquer très, très brièvement. C'est comme une caractéristique qui va faciliter ou qui va avoir un impact sur la personne. Donc, les facteurs de risque qui peuvent être environnementaux, on va les regarder. Ils peuvent être aussi individuels, mais par rapport à la technologie, ils peuvent être aussi liés aux appareils.
Et c'est important de comprendre les facteurs de risque aussi et de le prendre avec modération. C'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va automatiquement développer une dépendance. Mais le cumul des facteurs de risque, à un moment donné, il faut se dire, OK, sur lesquels je peux agir, sur lesquels je peux pas agir, qu'est-ce que je peux faire moi personnellement? Ou si on entoure des jeunes, qu'est-ce que je peux faire moi pour mes jeunes? Comment je peux les conseiller? Comment je peux les aider? Donc, quand on parle d'environnement, on parle ben, effectivement du contexte social d'hyperconnectivité. On parle aussi des valeurs ou qui sont véhiculées, des actions qui sont prises. Donc, si on véhicule beaucoup, il faut que tout le monde ait un apprentissage technologique, puis je dis pas que c'est pas important, loin de là, mais qu'on valorise beaucoup l'utilisation des écrans versus des activités hors ligne, et donc qu'on offre peu de solutions de rechange, ben c'est sûr que ça, c'est un facteur de risque. Si il y a des parents qui sont trop stricts ou pas assez stricts, donc si on est dans, OK, moi j'ai déjà des parents qui m'ont dit, on coupe le Wi-Fi à 10 heures, ben si on est dans le trop strict ou dans le pas assez strict, ça va avoir des impacts. S'il y a des conflits, ça va avoir, c'est un facteur de risque. S'il y a un désintérêt de la part des parents ou une méconnaissance, je dis parents, mais c'est adulte en général, hein. Comme je disais, on est dans un contexte social, on est tous dans le même bateau, donc ça peut tout ce que je vais vous dire peut s'appliquer dans votre travail, peut s'appliquer dans vos relations familiales, dans vos relations avec vos amis, à vous-même. C'est vraiment, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Donc, les facteurs de risque peuvent être présents. Si on parle de l'individu, plus le jeune est jeune, plus il est à risque, principalement au niveau biologique, c'est-à-dire que le cerveau va atteindre sa pleine maturité vers l'âge de la mi-vingtaine, vers 25, il y en a qui disent 24, 26, là, mais vers mi-vingtaine. Et donc, souvent, avec ça vient des fois une plus grande fragilité à négocier avec toutes les pressions marketing qui sont faites pour qu'on soit connecté. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, plus on est jeune, plus c'est important, plus il faut faire attention. Si on a une grande proportion de notre temps libre, donc c'est sûr que plus on vieillit, souvent, ben, on a un emploi, on va à l'école, des fois en même temps, mais on a la famille, on commence à avoir plus d'occupations, mais on remarque chez certains jeunes qui ont moins d'occupation professionnelle, moins d'engagement, on remarque que c'est un facteur de risque. Après, on est dans la présence d'un TDAH, d'un problème de santé mentale, des difficultés d'apprentissage, de l'estime de soi. Donc, tout ça peuvent faciliter un problème. Encore une fois, c'est le cumul et c'est pas forcément, c'est un facteur de risque et non pas quelque chose qui est automatiquement problématique chez la personne. Quand je parle des activités, des appareils, avec les années, là, c'est fou. Et ça va tellement vite. Il y a peut-être 15 ans, on n'avait pas d'objets connectés comme des montres. On traînait pas notre ordinateur. Là, on a notre cellulaire avec nous en tout temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3A. C'est très accessible. On a toujours notre cellulaire avec nous. C'est très abordable. Bon, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont pas au Canada, qui sont en Europe, qui diraient que nos forfaits de cellulaire sont beaucoup moins abordable ici que là-bas, mais c'est quand même relativement abordable. Et il y a le côté anonyme. On peut avoir des avatars, on peut avoir plusieurs profils, et donc on peut se cacher derrière ça et avoir des habitudes qui peuvent nous nuire, mais sans que ça soit associé à avec notre vraie identité, si je peux dire comme ça. Les techniques de marketing aussi dont je parlais, auxquelles les jeunes sont plus vulnérables, nous aussi comme adultes, on est vulnérable à ça. Les concepts sont étudiés. Les couleurs, c'est pas pour rien que la petite pastille de notification, elle est rouge. C'est pour attirer notre attention. C'est la couleur de l'urgence. Il y a des sons, il y a des notifications. Les récompenses dopaminergiques, c'est-à-dire que notre cerveau est fait pour avoir du plaisir. Il va avoir du plaisir, il va donc libérer
certains l'appellent une hormone, d'autres le neurotransmetteur, vont libérer de la dopamine. Et les écrans, c'est des réponses variées. On ne sait pas si on va avoir un j'aime, on ne sait pas combien on va en avoir, on ne sait pas si on va avoir une notification. Donc, ça joue sur ce côté d'alerte-là. L'exploitation du FOMO, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose, qui a toujours été présent, hein. Même avant la technologie, on arrivait le lundi matin à l'école ou le lundi au travail, puis là, tout le monde avait fait quelque chose, puis là, on se disait, oh mon Dieu, j'étais pas invité, j'étais pas présent. Donc, le fear of missing out, ça joue là-dessus, être au courant des événements, de ce que nos amis font, de ce qui se passe. Le défilement sans fin, tout ce qui est sans fin, en fait, qui permet qu'on passe du temps en ligne. Et plus spécifiquement, les jeux vidéo, ben, c'est plus les jeux vidéo d'avant, c'est en direct 24/7. On joue souvent en équipe avec des amis. Il y a la notion de performance. Et ceux qui jouent à des jeux vidéo, là, les univers là, sont vraiment souvent tellement bien dessinés, tellement bien pensés que tout ça nous incite à rester connectés plus souvent. Et c'est pour ça que c'est important de se dire que c'est pas quand les gens ont de la misère à ne pas être en ligne, euh, c'est pas juste une question de volonté personnelle, là. Il y a vraiment une machine en arrière de nous qui nous pousse à rester connectés. Donc, oui, on peut développer des stratégies, je vais en parler plus loin, mais c'est pas juste une question de volonté personnelle. Et quand on parle d'habitudes numériques, donc on parle d'habitudes relativement équilibrées, c'est-à-dire que la personne, des fois, elle va peut-être faire des usages qui sont moins bons, entre guillemets, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais elle a une vie en ligne, elle a une vie hors ligne, elle a des habitudes équilibrées, elle fait des activités qui lui font du bien. Euh, les habitudes à risque, c'est que la personne commence des fois à avoir des usages qui sont peut-être, qui vont commencer à nuire un petit peu à sa vie de couple, à ses études, à sa vie professionnelle, à sa vie amicale. Elle commence à avoir des habitudes où là, peut-être les gens vont lui dire, tu sais quoi, je trouve que tu es souvent sur ton cellulaire quand on se parle. Elle commence à avoir des comportements et qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle l'utilisation problématique d'Internet, qui peut aller jusqu'à une dépendance. On entend souvent les gens dire, ah, moi, je suis cyberdépendant. C'est quelque chose qu'on va nommer même entre nous, mais en fait, c'est pas la norme, hein. La cyberdépendance, en fonction des études, on arrive à peu près à un pourcentage de prévalence de 3% au Québec. Donc, c'est loin d'être la norme. Par contre, si on parle d'habitudes à risque, on est beaucoup plus nombreux. On est peut-être 20%. C'est pas rien, 20%. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ces habitudes-là. Donc, il y a 4 grands critères à considérer quand on parle de l'UPI, utilisation problématique d'Internet. Et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est pas juste, ah, j'ai le goût de me connecter ce soir ou, ah, tiens, je vais regarder 4 épisodes ce soir. C'est vraiment un état de préoccupation démesurée. Ça devient une obsession. Ça prend tellement de place, cette obsession-là, dans la tête que plus rien d'autre ou presque ne va exister. Je suis à quelque part et j'ai envie d'être ailleurs. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai envie de finir ma série, ça devient vraiment obsessionnel. Et même si la personne commence à ressentir des problèmes ou des conséquences fonctionnelles, perte d'emploi, euh, rater des cours à l'école, avoir des mauvaises notes, fin d'une relation, elle va essayer, elle va vouloir contrôler son usage, cette personne-là, mais elle ne sera pas capable. L'usage est excessif et ça va jusqu'à la perte de contrôle. Et à chaque fois, elle va dire, OK, la prochaine fois, c'est pas vrai, je me contrôle et elle est incapable de le faire et ça vient vraiment avec ce qu'on appelle une souffrance cliniquement significative. Donc, vous comprenez que la dépendance, c'est pas seulement de se dire, oh, je vais trop souvent sur mes écrans. C'est vraiment, il y a une souffrance reliée à ça. Si je parle de jeunes adultes, par exemple, qui se retrouvent dans des centres de traitement, ils vont arriver à jouer à 70, 80, 90 heures de jeux vidéo par semaine. Donc, on n'est pas à j'en ai regardé un peu plus ce soir.
C'est sûr que vous, comme la plupart d'entre vous, vous êtes à distance. Je parle des signes à observer. C'est sûr que vous n'avez pas forcément les jeunes en face de vous. Donc, c'est sûr que c'est des signes auxquels vous n'avez pas accès. Et ces signes-là à observer, ce qui est difficile, c'est qu'ils peuvent s'appliquer à d'autres problématiques. Donc, c'est là où les écrans sont difficiles quand on a un doute sur une personne qu'elle a développé peut-être ou qui est en ligne pour développer une problématique réelle des écrans. C'est difficile parce que ça s'applique à d'autres réalités. Mais ce que vous pouvez observer, c'est sûr que c'est la baisse du rendement à l'école. Donc, le désintérêt. La personne va commencer à se désintéresser. Elle va rendre ses devoirs en retard. Elle va avoir, on va voir qu'elle a mis moins d'efforts. On va voir qu'il y a un désengagement, qu'il y a une baisse des notes. Et souvent, ça va venir aussi avec une espèce de honte, une culpabilité, donc une justification de ces comportements-là. Donc, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment une liste rapide comme ça. Fait que les impacts des écrans, il faut regarder vraiment, au-delà des facteurs de risque, il faut regarder les impacts comme étant euh, un lien entre le temps d'écran, ça vous en entendez beaucoup parler, l'individu, les types de contenus et les moments d'utilisation. Quand on parle de temps d'écran, on le divise en deux catégories, donc l'écran pour le loisir et les écrans pour des fins scolaires ou professionnelles. Euh, je vous disais tout à l'heure que physiquement, le corps ne fait pas la différence. Euh, mais c'est sûr que rarement on a vu quelqu'un qui a développé une dépendance à Word ou à Excel. On va avoir quelqu'un qui va développer une dépendance souvent aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo. Donc, ce que l'on fait en ligne, c'est ça qui est important de saisir, c'est que le temps, oui, le corps ne fait pas la différence, mais au niveau des méfaits possibles, c'est différent. Alors, les questions qu'on peut se poser, nous, comme jeunes adultes, ou si on est conseillé qu'on peut poser à quelqu'un avec qui on aurait une discussion là-dessus, c'est ben, il y a combien de temps qui est passé en ligne? Logiquement, 24 heures dans notre journée, on a 8 heures approximatif où on dort, on a 8 heures à peu près où on travaille, puis on a 8 heures où ben, il y a les loisirs, mais aussi les obligations. Si sur le 8 heures restant, là, 80% est passé, à être en ligne. Je dis 80%, c'est approximatif, mais si vous comprenez ce que je veux dire, si la grosse majorité est passée à être en ligne, ben à un moment donné, c'est sûr que c'est une problématique. Et c'est important le temps, parce que même si c'est pas la seule donnée, les dernières études de la Direction régionale de santé publique démontrent que au-delà de 4 heures et plus d'écran par jour de loisirs, il y a des impacts sur la santé de la personne, physique, psychologique, émotionnel, sur le bien-être en général. Donc, c'est pas à négliger. Puis, qu'est-ce que la personne fait? Ou qu'est-ce que, j'ai envie de dire, vous faites? Parce qu'on est tous dans le même bateau, je fais la même chose que vous. Est-ce que la personne, elle fait du visionnage en rafale, ce qu'on appelle du binge-watching? Est-ce qu'elle utilise plein d'écrans à la fois, donc elle est encore plus en augmentation de son temps d'écran? Est-ce qu'il y a des conséquences sur différentes sphères de sa vie? Donc, le temps d'écran, il est quand même important, mais c'est un des facteurs qu'on va considérer. On va regarder aussi les contenus. Les contenus ne sont pas égaux. Et ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, on met l'accent sur le temps d'écran. On dit combien de temps tu regardes? Mais si la personne, elle est 15 minutes sur un réseau social, puis elle ressort de là avec l'estime de soi en la baisse parce qu'elle a vu un influenceur ou une influenceur femme XY puis qu'elle ne se sent pas bien, elle n'aura pas été 4 heures sur son écran, mais elle aura vécu un méfait quand même. Donc, il y a des contenus qui apportent plus de bienfaits, qui sont rassembleurs, qui sont éducatifs. Il y a des contenus qu'on dirait plus neutres. Donc, c'est pas un bienfait, c'est pas un méfait. Il n'y a pas c'est neutre. Et puis, il y a les contenus qui sont plus à risque. Ceux qui diffusent des publicités qui sont pas forcément ciblées pour la bonne personne, hein. On a accès à un paquet d'affaires maintenant en ligne.
à caractère violent, les jeux d'hasard et d'argent. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Pour nous comme pour les autres, qu'est-ce que je regarde comme contenu? Est-ce que quand j'arrête de regarder, je suis bien? Est-ce que je ressors quelque chose de positif? Ou au contraire, je me suis comparée, ou j'ai fait ce qu'on appelle le doom scrolling, c'est-à-dire que j'ai regardé les informations en rafale, puis Dieu sait qu'en ce moment, l'actualité, on ne peut pas dire qu'elle soit joyeuse. Donc, est-ce que je ressors, mais vraiment mal? Et c'est là où il faut qu'on calcule un peu son point de bascule entre l'utilité, la quantité. Il est où mon point de bascule où moi, je suis bien, ça va, ou là, je commence à avoir vraiment des effets négatifs. Et là, on va parler des moments d'utilisation. L'image vaut mille mots, hein? C'est ce qu'on appelle la technoférence, c'est-à-dire que l'écran vient interférer dans la relation et il y a des moments qui sont appropriés, il y a des moments qui sont moins appropriés. Donc, est-ce que ça a des impacts sur ma qualité des échanges? Puis là, j'ai envie de vous dire aussi, je ne l'ai pas mis dans les réflexions pertinentes à avoir, mais les moments d'utilisation, ça vient aussi avec, je pense, le droit à la déconnexion. Et ça, le droit à la déconnexion, il est vraiment important. Et quand on travaille, on a le droit de dire, ben, écoutez, donc quand on a des étudiants à distance, on a le droit de dire, vous savez quoi? Moi, je regarde mes courriels du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Ou moi, je me donne le droit de dire, ben, je vais répondre, mais dans un délai de 24 à 48 heures. On a le droit comme professionnel de mettre des limites pour que les moments qui sont appropriés, donc d'être avec la famille, de faire des activités sportives, d'être avec un partenaire, ça soit comme dans une bulle où on est bien, où on partage quelque chose et de pas à ce moment-là recevoir des notifications et qui est comme les écrans viennent interférer avec ça. Et je pense que comme professionnel, on peut le nommer. Et le droit à la déconnexion, même si ce n'est pas encore une loi officielle au Québec, on peut quand même se mettre des balises pour nous, pour notre santé à nous. Euh, donc, j'ai parlé des temps, du temps, des contenus, des moments, et il y a l'individu. Donc, comme je disais, c'est quand même relié à ce que je viens de vous exprimer. C'est quoi les émotions pertinentes, c'est-à-dire comment je me sens avant, comment je me sens après, et aussi se questionner sur le pourquoi je suis allée en ligne. Est-ce que c'est parce que je m'ennuyais? Est-ce que c'est parce que je vis des émotions que j'ai pas le goût de les affronter? Pourquoi je vais en ligne puis je vais trop souvent en ligne? Donc, cette notion-là est importante de comment je me sens. L'équilibre, dans le fond, si on résume ça, là, c'est vraiment de se dire, ben, moins de temps d'écran, plus de contenu qui nous procure des bienfaits, qui fait qu'on se sent connecté aux autres, qu'on apprend quelque chose, des contenus qui sont rassembleurs au bon moment, donc des moments qui sont plus appropriés. J'espère que jusque-là, ça va bien. Oui, d'accord. Alors, c'est important de parler de stratégie, hein, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais après, on dit comment on fait. Avant de parler des stratégies, je tiens à vous dire que j'aimerais vraiment être capable de vous dire, cette stratégie-là, là, est faite à tout le monde, puis tout le monde qui l'a fait va en bénéficier. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'on est différent, on a des habitudes différentes, on a des réalités différentes. Donc, il faut vraiment regarder les conseils que je vous donne puis dire, ah, ça, je pense là que ça m'aiderait ou ça, je vois pas pourquoi. En tout cas, j'essaierai pas ça. Puis ça peut être aussi ce que j'appelle, excusez l'anglicisme, là, des baby steps, là. Essayer quelque chose. Puis des fois, c'est essai-erreur, hein. J'essaie quelque chose. Finalement, ben, je me rends compte que ça fonctionne pas. J'essaye autre chose. Fait que la première des stratégies, c'est de réduire l'attrait des écrans. Pour les personnes qui ont tendance à se connecter par automatisme, euh, à pause, on fait des 24 heures de déconnexion et le 24 heures de déconnexion qui vise les jeunes adultes se fait fin novembre, le dimanche de la troisième semaine de novembre. Et à chaque fois qu'on finit le 24 heures, on fait un sondage auprès de nos participants
Et plus de 90% nous disent chaque année, depuis 4 ou 5 ans maintenant, on se rend compte quand on a pris une pause de 24 heures qu'on se connecte par automatisme. C'est un réflexe. On ne sait pas quoi faire. On est dans un temps d'arrêt, fait qu'on prend notre téléphone. Et c'est pour ça que pour ces personnes-là, ça, c'est des stratégies qui peuvent aider. Donc, d'enlever les notifications visuelles ou couper les notifications sonores. Vous allez voir, pour certains d'entre vous, moi, je l'expérimente. Ça fait un bien fou de pas toujours entendre des bing, puis des sonneries, puis des points rouges qui apparaissent. Désactiver la lecture automatique, ça ne veut pas dire qu'on ne regardera pas un prochain épisode ou une prochaine vidéo sur YouTube, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une barrière entre l'action qui est pas simultanée. Donc, on a ce petit moment de réflexion des fois qui va faire en sorte qu'on va se dire, oh, ben, je ne le regarde pas cet épisode-là, ça serait celui de trop. On atténue la lumière bleue, là, ça c'est vraiment pour la vision. Écoutez, les problèmes de vision sont exponentiels depuis que de plus en plus des problèmes de sécheresse des yeux, des problèmes de myopie, donc c'est important, c'est pas à négliger. On regarde les statistiques de ces appareils, on se fixe des objectifs. Sur tous les appareils, il y a une façon de dire que à partir de telle heure, j'ai plus accès à telle application ou je me donne un bloc d'heures pour telle application. C'est important. Puis à ce moment-là, encore une fois, ça ne veut pas dire le téléphone nous permet toujours de passer par-dessus cette barrière-là, mais le petit moment de réflexe de réflexion qu'on a eu, des fois, va faire en sorte qu'on n'ira pas. On cache, on supprime certaines applications. Moi, je vous dis bien honnêtement, sur mon téléphone cellulaire, je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus aucune application de réseau social sur mon téléphone, ce qui m'oblige, quand je veux être en contact avec un réseau social, avec quelqu'un, à aller sur un écran. Je vous dis pas que vous devez faire ce que je fais, mais je dis que ça peut être une possibilité si vous voyez qu'il y a des problèmes avec certaines applications. Ça, c'est très difficile. Le Go Gray, là, ça veut dire que votre écran de téléphone devient comme noir et blanc dans les tons gris. Vous allez voir, ça perd une stimulation, mes amis. Ça devient très, très, drabe, excusez-moi, ça devient très, j'ai pas le mot en français, j'ai juste l'expression québécoise, mais c'est ça, ça devient un peu terne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Si on n'a pas vraiment de problématique forcément avec les écrans, mais on est plus dans les habitudes. Bien, on peut se fixer des temps d'écran. Les gens pensent que les temps d'écran, c'est vraiment avec les plus jeunes enfants, mais ça peut très bien se faire avec les jeunes adultes. On se fixe des moments, on met des sonneries, on essaye cette stratégie-là. On range l'écran, on la met hors de portée. Toutes les études démontrent que juste d'avoir un cellulaire à côté de nous, ça nous distrait. Il n'est pas ouvert, là. Il est fermé. Il n'y a pas personne qui nous appelle, mais de savoir qu'il est là, ça nous distrait. Il y a même des gens qui vivent ce qu'on appelle des vibrations fantômes. Ils entendent leur téléphone vibrer, même si le téléphone ne vibre pas. Donc, des fois, de commencer par des petites étapes, de dire, ben, tiens, je vais aller au dépanneur sans mon téléphone. Ou je vais suivre mon cours sans téléphone à côté pour être pleinement concentré. On peut éviter de répondre instantanément, hein. On a développé tous cette espèce de réflexe de dire, on m'écrit, il faut que je réponde. Et une chose qui est très, très utile, vous l'avez sur tous les téléphones, c'est désactiver le statut en ligne. Parce que ce qui se passe, c'est quand quand on a l'habitude de répondre instantanément, l'autre s'attend à ce qu'on réponde instantanément parce qu'on l'a toujours fait. Fait que là, il ne sait pas si on est en ligne ou pas. Fait que ça crée une espèce de distance qui fait qu'on n'est pas obligé de répondre forcément tout de suite. Et des questions peuvent se poser. Tu sais, on a tous vécu ça à un moment donné. On est au restaurant, on est dans un café, on est entre professionnels, on pense à quelque chose, puis là, on prend notre téléphone pour regarder. On a tous fait ça à un moment donné ou à un autre. Ben, les questions, c'est est-ce que ça peut attendre? Est-ce que c'est vraiment important ou je suis en train, la personne est en train de me parler, est-ce que je suis pas en train de faire de la technoférence? Est-ce que ça peut attendre à plus tard? Et un exercice que je vous suggère de faire, si vous êtes de ces personnes qui avez l'automatisme de prendre le téléphone quand vous êtes en équipe, en groupe, c'est de vous justifier. Vous allez voir, c'est un excellent moyen de dire, je prends mon téléphone parce que.
Et souvent, la personne, au moment où où elle se pose la question, elle se dit, ben, finalement, c'est peut-être pas si important que ça, je vais remettre ça plus tard. On peut se désabonner aussi de comptes qui nous font vivre des choses négatives. On peut oser éteindre notre téléphone, puis on peut aussi éviter ce qu'on appelle le multitâche. On peut prendre des pauses d'écran et il y a la recommandation des 4 pas. Moi, j'en ai rajouté une, là, mais c'est pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de se coucher, pas au moment qui nécessite un haut niveau d'attention, puis pas pendant qu'on est avec la famille. Puis on peut établir aussi des zones, OK? On peut établir des zones, pas d'écran. Et là, c'est important, je veux parler du multitâche parce que on fait tous ça. On fait tous du multitâche. Hein? Je suis certaine, je ne vous vois pas tous et toutes, mais je suis certaine qu'il y en a qui m'écoutent puis en même temps regardent leur téléphone cellulaire, voir s'ils ont reçu un courriel ou s'il y a une notification qui est rentrée. Vous inquiétez pas, je ne le prends pas personnel. Ça arrive et on le voit de plus en plus dans les réunions d'équipe. On le voit quand on enseigne, que ce soit à distance ou en présentiel. Moi, j'ai déjà enseigné un cours et puis l'étudiant avait son portable pour prendre ses notes et je voyais très bien qu'il n'était pas en train de prendre des notes. Puis à un moment donné, en me promenant dans la classe parce que c'était un cours qui était actif en intervention, j'ai vu qu'il était en train de s'acheter des affaires sur Amazon sur son téléphone. Donc, du multitâche, on en fait tous et à distance, beaucoup aussi. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, le multitâche. On essaye tous de se convaincre qu'on est capable de faire 2 choses en même temps. La science démontre que c'est pas vrai. Ce qu'on est capable de faire en même temps, c'est ce qui est inné, c'est-à-dire on est capable de marcher et de parler. Mais quand ça demande de la concentration, de la compréhension, de la rétention d'informations, ça va nuire. On n'est pas aussi productif, ça nuit à la performance scolaire, à la capacité d'apprentissage. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment occasionner une plus grande fatigue mentale et bien sûr une augmentation de la possibilité de faire des erreurs. Et ben, le mieux à faire, c'est carrément de dire ben, écoute, un écran à la fois. Fait que quand on est avec des élèves, si parmi vous, il y en a qui sont avec des jeunes étudiants en présentiel, ça se dit, regardez, pas de cellulaire pendant mon cours. C'est pas, même avec des jeunes adultes, ça se fait. Moi, je l'ai déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous écouter, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bougonner, mais je pense que ça peut se faire. Et à distance, ben, c'est sûr qu'on a un peu moins de contrôle, on peut le nommer. Euh, D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à ça, quand on est à distance, il y a aussi le fait que... Bon, attendez, je vais en reparler un petit peu plus tard. Je vais en parler un petit peu plus tard parce que j'en viens à parler de la cyberintimidation. Alors, je sais que cet acronyme-là peut paraître un peu enfant. Il a été créé par Liberté de choisir. C'est un organisme de prévention à dépendance qui, effectivement, parle plus aux adolescents et aux jeunes enfants qu'aux adultes. Cependant, je le trouve très pertinent. En cas de cyberintimidation, tu bipes. Tu bloques la personne qui t'envoie le message, tu les ignores, tu en parles à quelqu'un de confiance, tu enregistres les messages ou tu fais des captures d'écran et tu peux signaler. Donc, c'est sûr que dans le cas de jeunes adultes, on va pas à l'école. Je n'ai pas changé leurs informations parce que c'est celle-là dont ils parlent, mais on peut vraiment l'adapter à la vie de jeunes adultes. Dès qu'il y a possibilité de conversationnel, de chat, il y a possibilité de cyberintimidation. Et ça, donc, c'est important aussi comme enseignant, si on enseigne sur des plateformes où le chat est existant, la plupart d'ailleurs, je crois, à ma connaissance, c'est important de mettre des règles de départ puis de dire, écoutez, il y a une étiquette au niveau visuel, c'est-à-dire que je donne mon cours, je vous demande, s'il vous plaît, d'avoir les caméras ouvertes. Moi, j'ai une amie qui enseigne à l'université qui m'a dit qu'à un moment donné, la personne était dans son bain en train d'écouter son cours. Non, on essaye d'écouter son cours ben, comme nous, là, dans un espace de travail. On montre l'exemple et on s'attend en retour à ça et on fait attention à notre discours et on peut effectivement dire, écoutez, la cyberintimidation, ça n'a pas de place ici. On a un langage qui est respectueux les uns envers les autres.
Alors, pause, je vais finir en vous parlant de pause rapidement. C'est une ressource. Ce sont des informations. On n'est pas les seuls, là, je vais vous en donner d'autres par la suite, mais c'est important que je vous parle de nous parce que c'est pas pour me vanter, là, moi, Julie Maillé, mais c'est une ressource provinciale financée principalement par le gouvernement du Québec, qui a l'appui d'un comité d'experts, qui a l'appui d'un comité parent, d'un comité jeune. Et quand je dis qu'on est très fiers de ce qu'on fait, c'est que non seulement au Québec, nos outils, notre site est utilisé en référence, mais à l'étranger aussi de plus en plus. On donne des conférences en Belgique, on donne des conférences en Suisse, en France. Et donc, c'est vraiment un site de référence pour lequel on est très fiers et sur lequel vous allez pouvoir trouver de l'information. Donc, c'est un site pose-ton-écran.com en anglais, pauseyourscreens.com. Your screen, il n'y a pas de S. Donc, il y a de l'information, des trucs, des conseils pour les jeunes, pour les parents et les professionnels. On suggère une démarche aussi en 3 étapes. Comprendre, évaluer, agir. Il y a un espace dédié aux professionnels, donc je vais en parler. C'est plus de 170 articles en ce moment qui expliquent plein de choses allant des problématiques en lien avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, avec la cyberdépendance, avec comment diagnostiquer, avec l'estime de soi. En tout cas, écoutez, il y en a plein, là, je vous invite à y aller. Il y a des outils pratiques aussi, c'est-à-dire que nous, on se veut un pont entre les recherches scientifiques et la vulgarisation pour que ça se rende à vous. Euh, tous ceux qui ont fait une maîtrise ou un doctorat, qui ont fait des recherches, des fois, ça peut être très technique, le discours qu'on va employer dans nos domaines. Donc ça permet, nous, on essaie de faire le pont. Et donc, tous nos outils se basent sur des données probantes scientifiques. On a des quiz interactifs qui permettent d'arriver à un profil d'utilisateur puis de s'ajuster aux besoins, des ressources d'aide, puis il y a plein de contenus en anglais. L'espace professionnel, c'est vraiment, donc là, vous voyez quelques possibilités d'information. Les exemples que j'ai mis s'adressent plus aux jeunes enfants, mais il y en a pour les jeunes adultes, hein. Il y en a pour tous les groupes d'âge, dans le fond. Les outils qu'on offre aux professionnels, c'est vraiment, faire comprendre l'hyperconnectivité, ce que je fais en ce moment, aborder le sujet des écrans, pouvoir intervenir aussi et donc les aider avec leur clientèle, enfants, ados, jeunes à risque. On a une infolette professionnelle 3 fois par année. Et on a un blog avec des articles spécialement conçus. Donc, des fois, comme professionnel, par exemple, en lien avec les écrans, on ne connaît pas la trajectoire de service. On ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui a une problématique. On a un article là-dessus. Donc, ça peut être intéressant. Je vous ai parlé rapidement des quiz. Il y en a pour les parents, il y en a pour les jeunes adultes aussi. Celui qui est le plus utilisé pour les jeunes adultes, c'est le quiz Es-tu futé avec ton sel? C'est des mises en situation très ludiques, une réponse de oui-non, et en fonction du nombre de réponses oui-non, ça donne un profil. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous ai parlé du passage à l'action de notre événement de déconnexion le 24 heures. Celui-là, c'est celui des jeunes. Mine de rien, depuis le début, c'est plus de 24 000 jeunes qui ont participé, qui ont pris un pas de recul, qui se sont questionnés sur leur utilisation des écrans et qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les écrans fassent partie de notre vie, mais qu'on vive moins de méfaits. La prochaine, c'est le 17 novembre 2024. Oui, merci. On est sur les réseaux sociaux, fait que je sais, il y en a qui vont nous dire que c'est contradictoire. Mais non, les gens sont là, donc c'est là où on les rejoint. On a un compte Facebook pour les parents, les adultes. On a un compte Instagram aux jeunes. Dans le fond, avec les jeunes, on leur fait des espèces de petits clins d'œil. Tu sais, on n'est pas moralisateur. On sait très bien que être moralisateur avec un jeune, ça fonctionne pas. Donc, on est plus dans prends soin de toi, fais attention, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu penses que tu pourrais pas faire ça? Ça fonctionne très bien. Avec les parents, c'est un mélange d'informations qu'on donne et aussi de pistes de réflexion. Qu'est-ce que vous faites, vous? D'ailleurs, on en a eu un cette semaine ou la semaine dernière. C'est une publication qui portait sur
la cote des jeux vidéo. Et on demandait aux parents, est-ce que vous vous fiez à la cote des jeux vidéo? Cote très importante. On ne parlera pas de jeux vidéo aujourd'hui, mais cote qui est extrêmement importante et pas du tout inutile. Et au-delà de 300 personnes nous ont répondu, ben non, pas vraiment. Donc, on a encore un petit travail à faire. Et les autres ressources, donc je les nomme ici, donc des psychologues, des psychoéducateurs, tel jeune, ils ont une version, avant ça s'appelait ligne parent, c'est tel jeune parent, jeunesse j'écoute, il y a de la prévention aussi en cyberdépendance. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire dans le fond, c'est vraiment, euh, si vous avez envie d'expérimenter une utilisation plus équilibrée, plus consciente, on a plusieurs défis de 24 heures, c'est de vous inscrire à un défi et d'essayer de voir, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis pas capable de le faire? Comment ça se fait que je suis pas capable de le faire? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Et donc, après, de se réajuster. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de solution parfaite. C'est juste d'être bien dans notre utilisation parce que on n'est pas contre les réseaux sociaux, on n'est pas contre les jeux vidéo, on n'est pas contre tout ça, mais on est vraiment dans quelque chose qui va faire qu'on va s'épanouir là-dedans. Donc, ben voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez aimé. Je vais donc arrêter le partage, ce qui va me permettre ben, de voir Sarah et les autres. Et puis, ben c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si mes informations correspondaient à vos attentes. En tout cas, voilà. Pour l'instant, j'ai pas nécessairement de questions. J'ai des Oui, commentaires par contre. Euh, oui, je vous invite, s'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer, de lever la main, d'ouvrir le micro, la caméra, ça va nous faire plaisir ben oui. de répondre directement. Mais sinon, je peux quand même lire quelques petits commentaires là, qui ont été écrits pendant la présentation. Il y a quelqu'un qui nous nomme que la fonction sur les cellulaires qui donne une idée de l'évolution du temps de connexion d'une semaine à l'autre est assez pratique pour la prise Oui, de conscience, mais qu'il faut agir en conséquence également. oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très pratique. Et moi, je vous dirais que je l'ai testé l'année passée. J'étais au Salon de l'éducation et j'interrogeais les jeunes qui venaient me voir au salon. Et là, je disais, est-ce que tu connais ton temps d'écran? Est-ce que tu as une idée de combien de temps tu passes? C'était, il y en a un, c'était 10 heures par jour, là. Mais c'est vraiment phénoménal. La seule chose que je dirais avec le temps d'écran sur le cellulaire, là où il faut mettre un petit bémol, c'est que ça dépend de l'utilisation qu'on fait. Parce que si on prend le temps global, si moi je m'en sers, parce que je m'en sers pour le travail, pour appeler, texter, aller en ligne, chercher de l'information, c'est pas forcément la même chose que j'ai passé 10 heures à jouer, je sais pas de quoi, Candy Crush, mettons. Mais oui, c'est une fonction très intéressante. Totalement. J'ai dit que j'avais pas de questions, c'est pas vrai, j'en ai une. Donc, on a Yann qui nous demande, est-ce que remplacer les notifications qui pop sur l'écran de notre cellulaire par celles sur notre montre connectée, c'est un billet? Je suis pas sûre de comprendre la question. Répétez-moi ça. Est-ce que de remplacer les notifications qui pop sur l'écran de notre cellulaire, fait que celles qui apparaissent, Ouais. pour les mettre sur notre montre connectée, est-ce que c'est un billet? Moi, en fait, moi, je suis vraiment, je parais être un petit peu radicale tout d'un coup, là, mais moi, je suis contre les notifications. Je trouve, à part, moi, ce que je suggère vraiment, là, c'est de garder les notifications qui sont essentielles. J'en ai sur mon téléphone et donc, on doit se rappeler que même si on appelle ça un téléphone intelligent, on appelle ça avant tout un téléphone. Donc, moi, je m'en sers comme téléphone au niveau des notifications parce que sinon, ça distrait. Que ça soit sur notre montre, j'en ai une, j'ai zéro notification là-dessus, ou que ça soit sur notre téléphone cellulaire, moi je trouve que ça amène la distraction, ça amène la technoférence, ça amène l'automatisme. Pour briser l'automatisme, c'est vraiment pas aidant. Julie Bélanger qui dit, moi je pense que oui, c'est un biais. Mais on a quelques personnes aussi qui allaient en ce sens-là, puis qui disaient, moi, je lis parfois mes messages Teams la fin de semaine, mais je ne réponds pas, par exemple. Tout à l'heure, Oui, on disait, là, que c'était bien de choisir des moments là, tout pour à fait, tout à fait. Mhm. quelqu'un d'autre qui disait que de son côté, elle ne lit plus de courriel le soir parce que parfois, elle recevait des informations qui nuisaient à son sommeil. Tellement. Tellement. Je suis pareille, je comprends.
Et c'est ça que je disais, on va trouver la stratégie qui nous convient. Il y en a d'autres que lire un courriel de travail le soir. C'est comme, OK, je m'en occuperai demain. Puis il y en a pour qui non. Fait qu'il faut se connaître là-dedans. Oui. Oui, puis on a une super question qui vient d'arriver qui dit comment encourager les jeunes à décrocher de leurs écrans quand bien souvent les adultes qui les entourent. Ah là 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 là. Oui, ben écoutez, à pause, on parle beaucoup. Et c'est, en fait, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est aider les gens à développer des saines habitudes numériques, comme des saines habitudes de vie. Et effectivement, si l'exemple qu'on a à la maison, c'est que le parent se justifie souvent, on va prendre un exemple concret. À l'heure des repas, ils vont dire à leurs enfants, pas d'écran à table. Et pourtant, eux l'ont et vont dire, ah oui, mais c'est le travail, tu comprends. Ah oui, mais moi. Et donc, en même temps, il faut montrer l'exemple. Et je sais que c'est difficile. Si je prends ce même exemple-là, ça peut être de dire, écoute, ce soir, il y a une exception, on l'explique. Ce soir, exceptionnellement, je vais avoir mon cellulaire à table, j'attends une information importante et ça demeure une exception. Et je vous dirais que le plus important, c'est vraiment d'offrir des alternatives. Si ce qu'on laisse avec les enfants particulièrement, si ce qu'on laisse traîner, c'est une télécommande ou un écran, versus si on laisse traîner de la pâte à modeler, des casse-têtes, des occupations, ben à un moment donné, l'enfant va le faire. Puis c'est d'aller, mais c'est pas de démoniser les écrans, là, c'est pas de dire t'as plus le droit, mais puis c'est d'expliquer aussi, voilà les conséquences, donc voilà le temps d'écran que je t'accorde. Oui, on nous demande aussi le lien entre l'hyperconnectivité et l'anxiété chez les jeunes. C'est un sujet de très Oui, actualité. c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, on en a fait, nous, un guide sur notre site. S'il y en a que ça intéresse, il y a un guide de prévention qui s'appelle Réseaux sociaux et anxiété, là. Oui, ça va créer de l'anxiété pour plein de raisons, parce qu'on se compare, parce que, ben c'est ça. Je dirais que c'est principalement la comparaison, hein. C'est vraiment ça qui va revenir souvent. Et donc, de ne pas se sentir à la hauteur, de se dire que l'autre est mieux. Puis, je parlais tantôt des nouvelles, là, c'est pas anodin, là, depuis qu'il y a des nouvelles 24/7, là, qu'on est toujours en contact avec ça, ben c'est ça qui crée aussi l'éco-anxiété, là. C'est ça qui crée, même nous, comme adultes, des fois, on trouve que, en tout cas, je sais pas vous, là, mais en ce moment, quand tu regardes ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, partout, quand tu peux vivre de l'anxiété, fait que des fois, de se détacher des écrans, de faire des pauses, c'est bien. J'ai Oui, vu quelqu'un qui parlait du livre de Cal Newport, tout à fait. Tout à oui, fait, livre très intéressant. Pour ceux qui aiment les vidéos, les documentaires, il date de 2018, je crois, par contre, mais il y a derrière un écran de fumée là, sur Netflix de Center of Humane Technology qui s'appelle en anglais, je sais plus, j'ai un blanc. c'est parfait. On nous dit les questions de prévention et c'est excellent, mais que faire si un jeune est dans un état de dépendance vraiment intense? Arrêt des études, isolement, baisse de Ouais. ligne, etc. Ben, je dirais que aller sur notre site, aller voir la trajectoire de service. Il y a vraiment une trajectoire à suivre. Quand on commence à s'inquiéter, on peut poser quelques questions, mais si c'est pas notre expertise, qu'on n'est pas intervenant en dépendance ou c'est pas notre expertise, info sociale, allez voir la trajectoire de service. Si on parle d'adolescents de 12-17 ans, appelez directement au grand chemin. Je ne l'ai pas mis dans mes ressources, hein, Ah oui, non, je ne l'ai même pas mis. Oh mon Dieu, quelle horreur. Le Grand Chemin, on appelle au Grand Chemin, ils ont 3 centres de services. C'est extraordinaire le travail qu'ils font. Super. On nous demande aussi, est-ce que vous préconisez l'utilisation pédagogique de cellulaires en classe? Ah, la question du cellulaire et de l'interdiction récemment, hein? Écoutez, les recherches en ce moment, les recherches qui ont été faites d'ailleurs dernièrement par l'INSPQ, hein, je pense que c'est en novembre 2023, parlaient de l'usage pédagogique et avait quelques réticences. Cependant, les études qui avaient été regardées, c'était auprès d'élèves qui n'avaient pas de difficultés pédagogiques. Donc, moi, je pense personnellement, euh,
Je pense que le cellulaire peut être utile à des fins pédagogiques, mais ça ne doit pas remplacer les bonnes vieilles méthodes, entre guillemets, d'interaction. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un atout. Et pour certains jeunes qui ont des difficultés, d'avoir cet apprentissage-là via un écran peut être utile. Et moi, je pense foncièrement, là, la question à laquelle on doit se poser, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la façon dont j'enseigne à cet élève-là est utile, est aidante? Et si la technologie est aidante pour cet élève-là, ben regardez, pourquoi pas. Là où, par contre, je suis d'accord, c'est l'interdiction des cellulaires en classe pour des utilisations non pédagogiques où là, ça devient, puis je sais, je sais qu'il y a plein d'enseignants, ceux qui sont enseignants en classe, c'est la croix et la bannière, je le sais très bien. Mais là, par contre, c'est juste un outil de distraction, là. Mais à des fins pédagogiques, pourquoi pas? Objet de distraction. Ah mon Dieu, il y a plein de questions qui commencent. Oui, mais vous dites ça, puis ça me fait penser justement, je fais un pont avec un panel qu'on a eu lundi midi, donc des gestionnaires qui nous disaient que, en fait, la technologie et la pédagogie doivent être au service de l'élève. Donc, ça... Exactement. Exactement. À la même place. À la même place. Ben, écoutez, Madame Maillé, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en cette fin d'après-midi. C'était super Ouais. intéressant, très pertinent, très d'actualité. Oui. Autant pour nos personnes apprenantes, je crois que pour nous aussi, en tant que Oui. humaine, moi, des fois, je me suis sentie pointée du doigt. Je pense que c'est bien, c'est bien des fois de se Mm. pointer du doigt comme ça. Ouais. Merci à tous d'avoir été avec nous.